messieurs, merci d'être là. Quelques éléments pour vous présenter à la salle. Jérôme Delmas, vous êtes le cofondateur, directeur général de Zwen, je ne sais pas comment on prononce, vous me dites Zwen, voilà. Zwen Capital Partners, société à mission, acteur de référence de l'investissement responsable non coté. Vous nous expliquerez ce que ça recouvre. Vous êtes spécialisé dans le financement des infrastructures de la transition énergétique, ça tombe bien. Et même si c'est pas notre sujet, je veux quand même mentionner que vous êtes aussi actif dans le secteur de la régénération de l'océan, des terres et aussi dans la gestion des besoins sociaux et sanitaires. Ça fera peut-être l'objet d'une autre table ronde, qui sait. À côté de moi, Emmanuel Trivin, vous présidez aux destinées du groupe Butagaz, un collectif d'entreprises. Alors, qu'on a l'impression de connaître, mais qui a beaucoup changé. D'abord acteur majeur du gaz liquide, désormais actif aussi en matière de gaz vert, d'énergie verte, de photovoltaïque et de services à l'énergie. Vous nous direz, Emmanuel, au cours de ce débat, votre réalité opérationnelle et puis les aspirations de votre collectif d'entreprises pour concilier, je sais que c'est l'ambition en tout cas, économie, écologie et sécurité. Je vous propose un échange en 3 temps pour la demi-heure qu'il nous reste à passer ensemble. D'abord, comprendre ce qui influence les prix et la sécurité d'approvisionnement aujourd'hui de manière générale et puis vu de votre fenêtre, de vos fenêtres respectives. Regarder ensemble comment les acteurs que vous êtes s'organisent concrètement dans un tel contexte et puis ensuite, et pour conclure, identifier les conditions pour rendre cette énergie durablement abordable puisque c'est le thème de notre échange. Agnès Pannier-Runacher nous rejoindra, je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que son regard serait précieux sur ce sujet. Elle a été en première ligne pendant la crise énergétique de 2022-2023. Elle a vécu de l'intérieur tous les débats sur le mix énergétique français. Elle est sans doute la mieux à même de dresser la carte des risques énergétiques pour notre pays aujourd'hui, mais vous en êtes tout aussi capables, messieurs, ne fût-ce que parce que vous en percevez les impacts au quotidien dans votre activité. Donc j'ai envie de vous demander quels sont pour vous aujourd'hui les principaux facteurs d'instabilité à prendre en considération dans votre activité de financement ou de fournisseurs d'énergie. Je vais finir par y arriver. 3e table ronde, ça commence à compter un peu. Qui se lance ? Emmanuel. Je vais me lancer alors. Je pense que si on devait lister tous les facteurs d'instabilité et de volatilité, on passerait plus d'une demi-heure. Donc je pense que le sujet n'est pas vraiment de les lister, mais plutôt de comprendre les impacts que ces facteurs ont sur la problématique de l'énergie. Et je pense qu'il faut toujours remettre, au-delà des événements, la problématique de l'énergie dans le trilemme qu'elle représente pour l'ensemble des consommateurs d'énergie, qui est d'arriver à réconcilier la partie économique, le coût et la volatilité du coût de cette énergie, la disponibilité, et vous faisiez référence à la crise énergétique, on a beaucoup parlé de disponibilité ou de crainte de disponibilité de l'énergie, et enfin la durabilité de l'énergie et l'impact de cette énergie. Et c'est au cœur de ce trilemme que sont les solutions, c'est ça ? C'est au cœur de ce trilemme qu'il faut opérer, et c'est au cœur de ce trilemme qu'il faut apporter des solutions à des clients. Je prends le groupe Butagaz par exemple, qui a à peu près 5 millions de clients en France, de toute nature, des clients particuliers, en maison individuelle, en habitat collectif, mais aussi des professionnels de toute taille, partout sur le territoire. Et chacun de ces clients a fait face à ce trilemme, mais d'une manière différente. Et quand on le met dans le contexte de la crise énergétique, la ministre en parlera peut-être, il y a eu beaucoup d'argent public qui a été déployé pour protéger un certain nombre de ces clients des impacts de la crise. Un certain nombre d'autres ont subi la crise de plein fouet. Et pour un acteur comme nous, qui est un acteur, je dirais, du dernier kilomètre, quelque part, dans la relation client, ça a renforcé le parti pris qu'on a d'être l'acteur de proximité, l'acteur
agile, qui est capable de développer des solutions dont on va, j'imagine, parler sur mesure, parce qu'il n'y a pas de panacée et il n'y a pas de silver bullet. Il n'y a pas de silver bullet, comme on dit, et il faut arriver à trouver des solutions qui réconcilient. Jérôme Delmas, sur la même question, effectivement, on ne passe pas le temps à lister les facteurs, mais à plutôt comprendre comment vous les prenez en considération et quel impact ils ont sur votre activité de financement, on le rappelle. Exactement. C'est vrai que nous, notre métier, c'est de gérer des fonds, de les investir et donc de s'inscrire dans un temps long. Et donc, c'est vrai que les tensions géopolitiques, les problématiques, les risques d'approvisionnement ou la volatilité des prix sont absolument prises en compte dans nos décisions d'investissement. Mais en aucun cas, on va regarder les choses à court terme, puisqu'on va s'inscrire sur des temps de 10 à 20 ans. Donc, si on s'arrête au choc géopolitique, on va être vite dans des difficultés. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de lisibilité et de stabilité. Vous dites souvent que vos choix d'investissement sont guidés par la volonté de faire en sorte qu'ils soient un bras de levier de transformation positive. Ça veut dire quoi exactement ? Bras de levier positif, ça veut dire que quand on fait de l'investissement, on va chercher à sécuriser une énergie propre, une énergie qui évite les aléas qu'on peut rencontrer avec les chocs géopolitiques, donc qui permettent au consommateur final d'avoir une énergie à peu près stable, et puis également une énergie qui apporte de la souveraineté. Et donc, ce qu'on essaye, c'est d'investir énormément dans les territoires, de manière à créer de la valeur évidemment au sein du territoire et surtout d'avoir une approche de création de valeur et qui soit compétitive. Et ça, on le retrouve aussi bien avec les activités de transition énergétique tels que le photovoltaïque, le solaire ou le gaz, par exemple. Parmi les arbitrages récents que vous avez tous les deux dû effectuer, est-ce qu'il y en a eu qui ont été plus difficiles à gérer que d'autres pour résoudre le trilemme ou pour effectuer ces choix d'investissement que vous venez d'évoquer, Jérôme Delmas? Vous pouvez peut-être continuer, Jérôme, et après on repassera la main du côté d'Emmanuel qui réfléchit pendant ce temps-là. Sur des aspects plus difficiles, c'est ça? Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, quand on décide de faire un investissement, on va essayer d'avoir une présence dans les territoires. Et donc, par exemple, si je prends la méthanisation, le gaz vert, bénéficier des déchets auprès du monde agricole. Grâce à ces déchets, on va pouvoir les mettre dans les méthaniseurs et puis au bout d'un certain temps d'avoir des gaz verts. Donc un des enjeux qu'on a, c'est de s'assurer d'avoir ces déchets pendant tout le temps, tout le fonctionnement, puisqu'il n'y a pas d'intermittence dans ce type de fonctionnement. Donc pour nous, ça fait vraiment partie des analyses qu'on va analyser. Et évidemment, il faut avoir les énergéticiens qui vont sécuriser les débouchés et donc nous permettre d'avoir la rentabilité. Donc je dirais que c'est vraiment un triptyque entre le monde agricole, les industriels et énergéticiens et les investisseurs de long terme que nous sommes, qui finançons ces exploitations qu'on doit faire sortir de terre. Oui, c'est ça. Vous avez d'ailleurs des fonds dédiés, fonds méthanisation, fonds molécules renouvelables aussi. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore dit, qui peut sembler tarte à la crème, mais c'est toujours mieux en le disant. Tout ne pourra pas être électrifié. Il reste des secteurs qu'on va devoir aborder différemment. Et c'est là aussi tout un pan à investir et pour lequel vous proposez des solutions. Oui, exactement. En fait, c'est vrai que il y a des risques, on en a un petit peu parlé, Agnès en parlera tout à l'heure, et on doit notre métier d'investisseur, c'est d'apporter des solutions. Et en fait, on est parti du constat, il y a 7 ans maintenant, qu'il y avait un certain nombre de secteurs industriels qu'on ne pourrait pas complètement électrifier, ce qu'on appelle des hard to abate sectors. Ça veut dire quoi? C'est l'aviation, la chimie, l'acier, le maritime également. Et donc, il y a besoin d'avoir un mix
énergétique. Et donc, il y a l'électricité qu'on a financée à plus de 70% pour l'éolien au cours des 10-20 dernières années. Et effectivement, on a lancé une activité dans ce qu'on appelle les molécules renouvelables. Et donc les molécules renouvelables, justement, vont permettre de répondre à la problématique de ces secteurs qui sont difficilement électrifiables, là on peut le comprendre. Et donc vous allez retrouver le biométhane, mais vous allez retrouver également, par exemple, dans l'aviation, il y a des travaux qui sont menés, des entreprises qui sont créées dans les e-fuels. Donc c'est les nouvelles générations d'avions dans quelques années qui voleront, je dirais, de façon avec beaucoup moins d'émissions. Et donc on a lancé effectivement cette première activité qui consiste à faire sortir de terre des unités de méthanisation, pas qu'en France, en Europe, un peu partout dans le monde. On plug ça sur le réseau, par exemple en France, de GRT Gaz, et ce qui permet d'avoir un gaz vert. Et vous le voyez quand vous recevez d'Engie ou d'autres acteurs, vous avez la possibilité d'avoir un gaz vert. Donc, et pour ça, on a besoin, et ça fait partie des risques, de travailler avec le monde agricole. Donc les agriculteurs sont majoritaires dans cette topco qu'on crée. Ils apportent leurs déchets, ça fait du gaz vert. Donc là, vous voyez l'avantage, souveraineté. Et avec ce qui s'est passé avec l'Ukraine, etc. Je vais vous donner un chiffre qui est intéressant. Il y a, avant la crise ukrainienne, je donne ce chiffre, le gaz russe, c'était 20%. Ça faisait à peu près 20% du mix en France. Aujourd'hui, avec le biométhane, d'ici 2030, on aura remplacé complètement le gaz russe. Vous voyez, c'est souverain, c'est produit sur le territoire, c'est des installations, c'est des infrastructures et là, pour le coup, à taille humaine. C'est une vraie solution. Donc là, on est vraiment dans une vraie solution parce que ça apporte une réponse. C'est en train de se développer de façon très forte au niveau européen, également en Amérique du Nord et en Asie. Ils sont déjà en train de lorgner sur ce que nous sommes en train de faire. Donc les choses sont en train de bouger. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la transition énergétique, de toute façon, c'est une évidence, on ne se pose même pas la question, c'est ceux qui ne changent pas, qui se trompent, et aujourd'hui il y a des solutions, celle-là en fait partie. Donc c'est une énergie qui est stable parce que vous n'avez pas d'intermittence dans un monde qui est instable, qui est Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'énergie, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire. Je vous ai vu plusieurs fois opiner du chef Emmanuel Tréhin pendant la prise de parole de Jérôme Delmas. Vous vous retrouvez dans cette volonté de diversifier. On l'a dit tout à l'heure, Butagaz, c'est plus uniquement la petite bouteille bleue. Absolument, mais ça le reste aussi, en fait. Votre point de départ était quels sont les risques qu'on est prêt à prendre, etc. Et une manière de dérisquer un peu l'équation, c'est d'avoir quelques fondamentaux assez clairs. Bon, premièrement, dans une période de volatilité où les clients ont besoin surtout précisément de visibilité sur l'évolution de leurs tarifs, il y a tout un tas d'outils à notre disposition en termes de diversification des approvisionnements, en termes d'engagement à moyen ou long terme qui peuvent permettre de dérisquer une partie du poste d'énergie pour un certain nombre des clients. Alors, vous nous les partagez ? Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la tringlerie, mais il y a des instruments qu'on maîtrise, il y a des marchés qui sont liquides sur lesquels on opère et qui nous permettent d'arriver à proposer, en contrepartie d'engagement à long terme, des prix qui sont fixes sur une période. Donc, et ça implique une grande rigueur de gestion, et je dirais que la crise énergétique a été un très bon révélateur pour notre cas, de la qualité de nos process, parce que c'était un peu mettre l'entreprise à l'épreuve d'un stress important et au final nos bons résultats sont témoins du sérieux de la façon dont on gère les opérations. C'est pas très glamour, mais c'est important de le rappeler quand même. Vous avez tout à fait raison. d'être clair sur ces fondamentaux. Après, pour rejoindre sur le point sur la diversification, oui, effectivement, dès lors qu'on accepte qu'on est dans un monde qui va s'électrifier, mais qu'il y a un certain nombre d'usages et un certain nombre de clients qui seront exclus de l'électrification,
et que ces clients-là ont besoin d'une solution qui permet de réconcilier disponibilité, économie et durabilité, ça crée d'ores et déjà effectivement une identification d'une opportunité. Vous en avez parlé, je ne vais pas le répéter. Le biométhane, évidemment. Nous sommes aussi partenaires d'un certain nombre de sites de méthanisation, une quinzaine en France, pour fournir à nos clients du gaz méthane biosourcé. Et pareil sur les gaz liquides. Vous parliez de la petite bouteille bleue. Vous avez... elle est toujours là. Elle est toujours là. Voilà. Mais vous avez des clients particuliers qui sont dans des zones froides. Vous avez des clients professionnels. On a dernièrement travaillé avec un bailleur social en Mayenne qui cherchait une solution compétitive en dehors du gaz naturel, une solution compétitive qui permette de décarboner une partie de son usage, et on était là avec du gaz liquide biosourcé. Donc ça fait partie de la panoplie. Il y a un autre élément dans un contexte d'électrification sur lequel on a pris on s'est investi avec envie et beaucoup de succès dans le domaine là pour le coup de l'électron, c'est la mise en place de solutions, lorsqu'on appelle behind the meter, donc c'est vraiment des solutions au plus près des clients, avec des technologies photovoltaïques et de stockage qui permettent à des clients de produire leur électricité localement, de manière plus compétitive que de l'approvisionnement sur le réseau, parce qu'on économise les frais de distribution, donc dans un schéma d'autoconsommation, et même dans des schémas d'autoconsommation locale, collective par exemple, qui permettent aussi à un plus gros client de venir ravitailler en électrons locaux un certain nombre de ses voisins. Et là aussi, c'est un moyen de reprendre la main sur la souveraineté, parce que c'est... oui, certes, les panneaux sont importés, mais une fois qu'ils sont là, ils n'ont pas besoin de support pour produire, et puis de produire de manière non volatile, puisque le seul aléa qu'il y a, c'est le temps qu'il fait, et globalement, il fait toujours le même temps, et donc on s'y retrouve. Donc c'est encore là aussi un moyen de démontrer qu'il y a des solutions locales, décentralisées, qui ne sont pas exclusives par ailleurs des réseaux de distribution, mais qui sont complémentaires et qui permettent d'apporter des solutions supplémentaires, soit à des acteurs qui sont un peu à l'écart dans les territoires et qui ont besoin de services, soit aussi en complément d'approvisionnement en énergie qui soit volatile. Bon, j'allais vous demander si vous étiez d'accord avec Jérôme Delmas quand il disait en creux que la solution était dans les territoires, mais vous venez finalement de répondre à la question avant même que je ne vous la pose. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais aussi ajouter, et ça peut paraître contre-intuitif, et on parle beaucoup de... Bonjour Madame Pannier-Runacher, bonjour Madame la députée, merci de nous rejoindre. C'est dur les embouteillages. Hein. Eh ouais. Bon, reprenez votre souffle. On va laisser Manuel Trivin conclure son propos, et après on vous accueille comme il se doit. Ouais. Non, je voulais juste rajouter une corde à l'arc du panel de solutions, et c'est quelque chose qu'on a embrassé avec beaucoup d'envie, c'est la partie d'efficacité énergétique. Parce que fondamentalement, une manière évidente de dérisquer la partie coût et la partie volatilité, c'est de travailler l'économie d'énergie. Et de ce point de vue, il y a zéro contradiction quand on est un fournisseur de solutions énergétiques et d'énergie, à embrasser l'efficacité énergétique comme créateur de valeur pour ses clients et pour nous-mêmes. Alors, merci de me permettre d'enchaîner là-dessus. L'efficacité énergétique, mais aussi le pilotage des usages, la réduction des pics de consommation. Ce sont aussi des secteurs dans lesquels vous investissez, Jérôme Delmas, au-delà de financer des infrastructures. Oui, nous, on est effectivement, au travers de notre activité donc on disait de méthanisation aujourd'hui, on a, d'ailleurs, je ne vais pas citer ce chiffre, mais on a investi un peu plus d'1 milliard d'euros dans ces unités méthanisation. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à peu près à une production nucléaire de 900 mégawatts, donc c'est absolument significatif. Mais chez Swen, on est présent, je dirais, sur l'ensemble de la chaîne, jusqu'à l'innovation, et ça va se retrouver au travers de l'ensemble de nos activités, et donc avec toujours un mix énergétique qui va être très diversifié. Je pourrais vous donner un exemple qui rejoint le maritime.
J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Évidemment, qui est un peu différent des sujets de molécules renouvelables dont on vient d'aborder, mais qui est assez intéressant, qui est de dire, on a accompagné une start-up qui fabrique des ailes rigides, Ocean Wings, pour transporter, qu'on met sur les cargos et pour transporter, alors ils ont fait canopée, pour transporter les pièces de la fusée Ariane. Et donc là, vous avez une intensité carbone qui est divisée par 2, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le heavy fuel oil, ce qui permet aux navires de fonctionner, c'est qu'il y a de plus polluants. Et donc, ça fait partie des solutions dans lesquelles on investit chez Swen. Finalement, on parlait de le risque géopolitique, c'est la volatilité. La transition énergétique, c'est la visibilité, et c'est une vraie chance. Pour ça qu'on n'a pas le choix. Et quand on voit ce qui se passe en Asie, en Chine, les investissements qui sont réalisés de cette partie de la planète, il faut absolument qu'en France et en Europe, on puisse accélérer. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Madame la Ministre et les députés, mais ça fait partie vraiment des objectifs. Bon, tout ça pour dire qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne, de l'innovation jusqu'à l'infrastructure. Agnès Pannier-Runacher, bienvenue, bienvenue sur cette scène du World Impact Summit. Alors je vous fais le pitch comme dans les feuilletons américains. Je vous résume les épisodes précédents. On a essayé avec Jérôme Delmas et Emmanuel Trivin de dresser une première carte un peu subjective, à la fois des risques énergétiques, des facteurs d'instabilité. On a surtout pris le temps de commencer à regarder quelle stratégie d'adaptation évidemment mettre en place en fonction de qui on est. Et juste avant que vous n'arriviez, on évoquait la nécessité évidemment d'avoir de la visibilité sur les coûts de l'énergie, mais ça ne vous étonnera pas. C'est la demande de beaucoup d'entreprises. Quels sont selon vous, Madame la députée, les leviers clés pour donner cette visibilité tant attendue par les acteurs ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, et toutes mes excuses, mais quand le métro et les embouteillages se mettent de la partie, là, ça devient compliqué à Paris. Alors, quels sont les leviers ? D'abord, il faut, vous l'avez dit certainement, mais redire que la France, elle a une sorte de chance, c'est comme elle n'a pas de fossiles, parce qu'il faut arrêter de rêver sur les gisements qui seraient cachés et que Total n'aurait pas trouvé, y compris en Guyane. Quand elle n'a pas de fossiles, il y a zéro incitation à ne pas se passer des fossiles. Et comme on importe 99% des fossiles et que c'est encore 60% de notre mix, finalement, la décarbonation, c'est évidemment le réflexe de survie dans un monde qui devient compliqué et sur lequel nous devons absolument nous diminuer notre dépendance. Donc c'est notre chance d'une certaine manière. Disons qu'à la différence du Brésil ou d'autres pays qui peuvent avoir des incitations diverses en se disant mais finalement pourquoi je m'assierais sur une réserve fossile, nous n'avons pas ce problème. Nous n'avons qu'un problème qui est comment faire plus, de sobriété qui est l'investissement le plus, celui qui rapporte le plus d'argent puisqu'on ne dépense rien et on baisse la facture. Et il faut un vrai programme de sobriété, continuer à le mettre en place. Vous avez évoqué l'efficacité aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le marché et ça contribue à stabiliser le marché. Et ensuite, effectivement, donner de la visibilité sur notre programme d'action en matière de production, réseau, stockage et efficacité énergétique, c'est-à-dire électrification des usages. Et ça, il y a un objet qui permet de faire ça. Ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne de la visibilité, attendue par les acteurs, qui est tellement attendue que lorsqu'elle apparaîtra, on sera tous voilà, dans l'extase. Non, mais 5 ans de visibilité dans le cadre européen de la loi climat. Ce qu'on n'a peut-être pas vu ces derniers mois parce que l'actualité politique a pu écraser ce texte très important, c'est qu'on a adopté une loi climat 2040 qui est extraordinairement exigeante et qui ne change pas le cap et qui en même temps a un volet réduction des émissions de gaz à effet de serre et un volet industrialisation des solutions. C'est-à-dire qu'à la différence peut-être du pacte vert de 2019 et de sa traduction dans différents textes en 2022, on a bien intégré dans cette dimension de décarbonation
tout le travail qui doit être fait en réindustrialisation, politique commerciale aussi, neutralité technologique, autant d'objets qui derrière vont nous permettre de donner de la visibilité aux acteurs. La réponse de Madame la députée va dans le sens de vos attentes, Emmanuel et Jérôme, sur ces enjeux de visibilité? Absolument, je pense que la problématique du gaz biosourcé, en fait, n'est pas en contradiction avec ce que vous dites, mais c'est une niche quelque part, mais c'est important de le garder. C'est important de le garder en tête parce qu'il y a un certain nombre, encore une fois, d'usages ou de clients qui en ont besoin. Je pense que l'horizon de 2040 est effectivement clair. Toute la problématique, c'est une gestion peut-être plus tactique sur comment on y va et à quel rythme on y va, et les signaux donnés au monde économique, qui est consommateur de l'énergie, et à la fois en termes de visibilité sur l'activité, et puis derrière sur les différents leviers à disposition. Donc, mais en tout cas, nous c'est dans cet esprit-là qu'on s'engage auprès de nos clients, en les accompagnant au rythme qu'ils souhaitent et qu'ils sentent devoir prendre pour assurer cette transition qui doit, encore une fois, pas être à l'encontre de l'économie, mais qui doit réconcilier l'économie et la durabilité. Et c'est bien l'enjeu. Jérôme ? Ouais, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs de long terme, on investit sur des durations de 10-20 ans. On a besoin d'avoir... faut pas avoir de moratoire comme en juin dernier, qui était une catastrophe. Il n'y en a pas eu, mais... N'hésitez pas à parler dans le micro. En tant que... Il n'y en a pas eu. Non, mais c'est ce qui est grave, en fait, c'est qu'on envoie des signaux qui sont discordants, mais à la fin, il n'y a pas de moratoire. Exactement. Mais sauf simplement, ça crée le doute. Ça crée le doute, et ce zigzag permanent est absolument pénalisant, je dirais, pour l'ensemble des acteurs, parce que finalement... et on le voit rien que pour adopter un budget en France. Et donc, on a besoin d'avoir une meilleure lisibilité pour accompagner les changements. C'est vrai qu'en France, et vous le rappeliez, on a nos intelligences pour se développer sur le biométhane, sur le solaire et l'éolien. Il faut absolument qu'on accompagne, qu'on crée des filières. Les e-fuels en font partie au niveau de l'aviation, pour essayer de décarboner ce secteur-là. On a besoin d'avoir également tout ce qui concerne l'hydrogène, en termes de CAPEX, en termes d'accompagnement de l'État. Et tout ça, ça rejoint les sujets de lisibilité qui sont absolument clés pour les acteurs que nous sommes. Agnès Pannier-Runacher. Alors, peut-être, je pense que pour sortir effectivement de ce sentiment de manque de visibilité, il y a aussi quand même un certain nombre de choses que l'on peut faire tout de suite. Il y a énormément de solutions sans regret qui sont aujourd'hui disponibles, et finalement, on en parle assez peu. Juste rappeler une chose... Profitons-en, faisons-le, il nous reste 10 minutes. C'est basique, un moteur électrique est 3 fois plus efficient qu'un moteur thermique. Donc, des solutions qui aujourd'hui, tout simplement sous l'effet d'un choix d'investissement vers l'électrification, qui sont plus compétitifs dans le marché, il y en a plein. Toute la question est de rendre cela visible. La deuxième chose, c'est au niveau du prix de l'électricité. Là aussi, il y a eu beaucoup de semeurs de doute, mais il se trouve que le prix de l'électricité, pas tel que vous le payez vous sur votre facture, on y reviendra, mais tel qu'il est sur le marché, il a retrouvé les niveaux de 2019. Qui en parle ? Et il a réussi à se découpler, alors qu'on nous avait dit que c'était absolument impossible, du prix du gaz. C'est-à-dire que théoriquement, c'est le prix du gaz, le prix de l'électricité était une déduction du prix du gaz, il devrait être à 2,5 fois le prix du gaz. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est à moins de 2,5 fois le prix du gaz. Pourquoi ? Parce que le pari que nous avons fait en termes de politique énergétique en 2022 et 2023, au cœur de la crise, qui est que pour faire baisser la facture sur un marché, la chose la plus simple consiste à baisser la consommation et développer massivement la production, a fonctionné. C'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est parce qu'on a accéléré, on a quand même augmenté de 30% la production de l'électricité nucléaire, de plus de 30% la production de l'énergie renouvelable. Donc forcément aujourd'hui, eh bien, on a augmenté la production. La sobriété a permis de baisser, de rebaser
C'est pas une baisse de la consommation d'électricité, c'est un rebasage. Et c'est de la sobriété ponctuelle ou on est vraiment sur un levier... Non, on a rebasé, c'est-à-dire qu'on a grosso modo baissé de quelque chose de l'ordre de 9-10%, et ensuite on redémarre une croissance d'électricité sur un rythme assez proche du PIB, donc qui est plutôt moins rapide que d'autres années, mais qui est vraiment un proxy de PIB. Donc c'est reparti. Et si on veut accélérer, et c'est là où je pense qu'il y a des attentes fortes de la part et qui est presque indépendante de la PPE, c'est effectivement de relancer, d'être très clair sur la rénovation thermique, sur le changement de mode de chauffage, sur l'électrification des véhicules, avec des solutions dont le coût à l'usage est inférieur à celui du fossile. Ça, ce sont des attentes claires, Emmanuel Trivin, de vos clients, vous le ressentez ? Absolument, parce qu'en fait, vous l'avez évidemment très bien dit, on a eu une crise énergétique, on s'en est sorti, c'est passé entre autres par beaucoup d'argent public aussi, pour neutraliser l'impact pendant la période de la crise. Ça a rebasé la consommation, ça a induit maintenant sans doute un faux sentiment de confort, parce que oui, le prix du gaz est aussi revenu plus ou moins à 2019, l'électricité est peu chère, la production est au plus haut, les renouvelables sont au rendez-vous, mais si on ne continue pas à avancer, on va se faire une crise sous une autre forme, avec d'autres drivers, mais qui vont avoir les mêmes impacts. Et toute la problématique, c'est de construire ce développement de la politique sur le long terme, non pas juste en regardant l'horizon 2040, mais en passant comment on passe de 2026 à 2040 et en alignant les choses. Et c'est ça qui... On en revient à cette dimension de temps long que vous aviez déjà amené, Jérôme Delmas. Je vous sens une envie de répondre, oui. Agnès. Non, pas de répondre, mais peut-être de compléter. Parce qu'en fait, l'un des enjeux peut-être le plus compliqué que nous avons aujourd'hui, c'est de penser notre système énergétique comme un système, c'est-à-dire de sortir de politiques qui sont en silo où, chapitre 1, nous produisons, chapitre 2, nous raccordons au réseau, chapitre 3, nous stockons de l'énergie, chapitre 4, nous gérons la consommation et nous essayons de la flexibiliser, alors qu'en réalité, ce que nous recherchons, ce que la puissance publique recherche, c'est d'avoir une énergie qui peut être du froid renouvelable, du chaud renouvelable, de la biomasse, du carburant, etc., pilotable. Donc certains, il faut leur apporter des compléments pour l'être, d'autres le sont by design. Affordable, c'est-à-dire à bas prix. Et lorsqu'on finalement donne cette mission en disant qu'est-ce que vous savez sortir à 50 € du mégawattheure, qu'est-ce que vous savez sortir à 60 € du mégawattheure à des énergéticiens, on suscite l'innovation. Et moi, je pense que la vraie clé, le vrai point de basculement dans lequel on doit aller, c'est pas de se dire combien on doit faire de telle ou telle énergie, c'est d'aller vers la véritable neutralité technologique, c'est-à-dire de dire, moi j'achète je fais des appels d'offres à 50, à 60, à 70, mais en intégrant la pilotabilité et en intégrant le raccordement au réseau. Et comme ça, j'oblige les meilleures offres à se révéler. Et par ailleurs, effectivement, éviter des systèmes, et ça c'est ce qu'on a au niveau européen, qui quelque part désoptimisent notre système énergétique, c'est-à-dire qu'on a encore dans le jeu d'appel au fur et à mesure de l'électricité dans le système électrique européen, on efface parfois du nucléaire à mauvais escient, pas toujours, mais parfois à mauvais escient. Et ça fait que la facture augmente. De même qu'il y a une incitation à bâtir le maximum de réseaux et le maximum d'interconnexions. Et tout ce qui est surinvestissement se retrouvera sur la facture. Donc en fait, faire du prix l'élément essentiel et respecter un agenda de neutralité technologique qui soit totalement agnostique à vous êtes du nucléaire, vous êtes du renouvelable, vous êtes de l'électricité, vous êtes autre chose, me semble être vraiment l'élément stratégique qu'il faut porter à long terme et sur lequel il ne faut pas renoncer. C'est aussi comme ça que vous raisonnez, Jérôme Delmas, au moment de choisir sur quels chevaux investir rapidement, parce qu'on est un peu à la course là, sur l'horaire. En tout cas, c'est clair que, et je reprends ce que vous disiez, il ne faut pas travailler en silo, parce que ça, il faut vraiment travailler en écosystème avec l'ensemble des contreparties. Et nous, typiquement, dans le biométhane, c'est ce qu'on fait avec le monde agricole, avec les industriels, les énergéticiens, et puis les investisseurs en capital. Donc, je crois que c'est absolument clé. Et pour compléter ce qui a été dit sur la visibilité, c'est vrai que ce matin, j'écoutais Catherine MacGregor, qui est la présidente d'Engie, qui parle de planification.
Et c'est vrai que pour du capital, pour des investisseurs que nous sommes, mais c'est vrai que le jour où on a ça, et surtout sur la transition énergétique, on a des atouts incroyables en France et en Europe. Mais il faut se faire accompagner et avoir un État qui soit stratège à l'image de ce que Madame la Ministre vient de dire. Allez, pour conclure, parce que nos invités du grand oral de la transition écologique sont prêts dans les starting blocks en coulisses. Pour une entreprise, pour une collectivité qui souhaite aujourd'hui, et c'est bien le moins, renforcer sa résilience énergétique sans pour autant faire exploser son budget, vous dites oui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des solutions. Malgré le contexte, malgré tous les éléments sur lesquels on n'a pas prise non plus, parce que c'est en dehors de notre périmètre d'influence. Malgré tout, vous répondez oui, Emmanuel Trivin? Évidemment, il y a des low-hanging fruit, comme vous l'avez dit, qui nécessitent pas, ne serait-ce que la mesure de la consommation et donc derrière de la sobriété, comme vous le dites. Il y a aussi des choses qui demandent plus de capital et qui sont d'ailleurs pas incohérentes. Il y a des modèles décentralisés aussi qui ne sont pas contre un modèle de centralisation avec des réseaux, mais qui sont en complément d'eux. Il y a tous ces éléments qui sont à disposition, et je pense que, vous l'avez dit sur l'approche en silo, il faut dépasser une approche dogmatique. J'aime beaucoup le terme de agnostique, parce qu'en final, nous, c'est ce qu'on est. Je ne suis pas là pour parler du gaz, même si on s'appelle Butagaz, mais j'en parle aussi parce que ça fait partie du kit. Et je crois qu'il faut accepter cette diversité de solutions et derrière ce pragmatisme qui est nécessaire. Jérôme Delmas? Oui, écoutez, je pense qu'il faut effectivement favoriser le mix énergétique, il faut produire plus propre, je pense consommer moins aussi, je pense que la sobriété... consommer moins durablement, quoi. Durablement dans le sens à long terme. Hein. Ouais, exactement. Et préparer l'après-lendemain. Et je crois que c'est ce triptyque qui nous permettra d'aller vers une transition qui soit souveraine et durable. Agnès Pannier-Runacher, ça sera le mot de la fin sur ce débat un peu rock'n'roll. Hein. Bon, mais voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Alors, moi, je crois en trois choses. Un, effectivement, l'Europe qui doit aller jusqu'au bout de sa mutation, elle a enfin intégré dans la loi climat 2040, sous une pression maximale de la part des Français, le principe de neutralité technologique. Neutralité technologique, c'est pas seulement dire que le nucléaire est bas carbone, c'est dire que le renouvelable peut aussi être non intermittent, à condition d'y mettre les bonnes technologies, et certains le font très bien. Voilà. Et ça, on en a parlé juste avant que vous n'arriviez d'ailleurs. Tout le sujet, c'est combien de tonnes de CO2 émises, à quel prix, et effectivement, quelle est la capacité de pilotabilité que vous embarquez, et ça, c'est le point essentiel. Deuxième élément, sobriété. Il n'y a aucun regret à faire des plans de sobriété. Ça va au-delà de mettre le chauffage à 19 degrés, je le dis pour tous ceux qui ont eu froid en 2022. Et troisième élément, un plan massif d'électrification des usages. Et là, l'État a un rôle à jouer. C'est une des propositions que j'ai faites au Premier ministre, et j'espère que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on le nommera et on le portera, parce qu'on a besoin de cette visibilité. On a beaucoup d'acteurs, y compris dans le transport de marchandises, c'est-à-dire sur des usages nouveaux. Au moins, on me disait il y a 7 ans, jamais il y aura de l'électrification pour le transport de marchandises. Bon, en fait, c'est en train d'arriver, et de manière compétitive, donc il faut accélérer. Bon, et pour tous les secteurs qui ne pourront définitivement pas être électrifiés, vous nous avez montré tous les deux tout à l'heure que les solutions existaient également. Merci beaucoup. Fin de cette table ronde un peu raccourcie, un peu rock'n'roll, comme je disais tout à l'heure, mais voilà, vous avez compris les aléas du direct, et on a essayé d'y faire face malgré tout. Tout de suite, Nicolas Pereira vous en a parlé à l'ouverture ce matin, un autre temps fort de cette édition 2026. Juste laisser le temps à nos invités de bien vouloir rejoindre la coulisse. On va basculer vers ce grand oral de la transition écologique. Comment préparer 2050 dès 2027? Les réponses des figures emblématiques de la scène politique française, c'est maintenant, c'est dans quelques minutes.